Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon bilan lecture du mois d'avril. J'ai lu 3 livres. Enfin 3 livres. 2 livres et une BD. J'ai eu 2 coups de cœur et un abandon. Ça va, j'ai eu deux abandons vraiment dans ma carrière de lectrice, entre guillemets. J'aime bien dire le mot carrière de lectrice. Donc ça va, ça aurait pu être pire et je vais pas m'attarder là-dessus. On commence tout de suite. Le premier que j'ai lu, c'est bien sûr Conception de Chase Novak aux éditions Prélude. Je l'ai lu en e-book, donc je vous mets la photo ici. Je ne vous cache pas ce qui a fait que j'ai lu ce bouquin, donc Conception, c'est que j'avais vu comme quoi Stephen King, donc mon auteur préféré d'horreur, avait vraiment adoré cet ouvrage, et moi il m'en faut pas plus en fait. À partir du moment où Stephen King recommande un livre, je ne peux pas ne pas le lire, et en plus j'avais envie de lire quelque chose d'angoissant, de gore, pendant que j'étais partie justement en voyage à Orlando. Et j'ai commencé ce livre bien là-bas, et je dois dire que donc c'est celui que j'ai abandonné à la moitié, et je vous explique tout de suite pourquoi. Ici on va découvrir Alex et Leslie qui sont un couple de personnes riches. Alex il a beaucoup d'argent, et c'est vrai que tous les deux essayent depuis un bon petit moment d'avoir un enfant. Malheureusement Leslie n'arrive pas à tomber enceinte. Ayant des moyens financiers assez importants, c'est vrai qu'ils peuvent faire plusieurs tests, hein, aussi bien le in vitro que ci, que là, bref. Ils essayent tout, ils essayent la méditation, ils essayent la sophrologie, bref. Ils essayent vraiment tout d'un point de vue médical pour que Leslie tombe enceinte, mais malheureusement, ils n'y arrivent pas. C'est alors qu'une connaissance d'Alex va lui révéler que lui, sa femme est tombée enceinte suite à un traitement qu'ils ont pris grâce à un docteur qui se nomme le Dr Kiss. Alors là, ouais, je vois vos têtes. Dr Kiss, quoi, ouais, non. Pas du tout vendable le truc, mais voilà, il s'appelle Dr Kiss, ma foi, qui est en Slovénie, et donc ce monsieur a développé un espèce de sérum qui permettrait au couple d'augmenter quelque part leur testostérone, leur libido, je sais pas trop comment vous le dire, je m'y connais pas trop au niveau science là-dessus, mais en tout cas ça leur permettrait d'être plus productifs et donc de tomber, d'avoir un enfant plus rapidement, et donc que la femme tombe enceinte très vite. Ni une ni deux bien sûr, le couple ayant les moyens partent en Slovénie, vont faire la piqûre pour avoir ce sérum qui est très douloureuse, soit dit en passant, et c'est là que, pouf, par miracle, après un rapport sexuel, Leslie est enceinte. Est enceinte de quoi? De jumeaux. Ouais les gars, de jumeaux. Elle arrive pas à tomber enceinte avec ce truc, elle tombe enceinte de jumeaux. Déjà là, on se pose des questions. L'histoire elle s'arrête là, après on passe à 10 ans où les jumeaux ont grandi, donc c'est une fille et un garçon. Et en fait, il va se passer pas mal de choses puisque les enfants, plus précisément le petit garçon qui se nomme Adam, suspecte ses parents de faire des choses horribles la nuit puisqu'il ne comprend pas pourquoi ses parents, arrivés à la tombée de la nuit, enferment les jumeaux chacun dans leur chambre à double tour. Et il entend des trucs bizarres qui se passent dans la maison, et je vous en dirai pas plus au niveau du speech. Ce qui a fait au début que j'ai vraiment accroché avec cette histoire, c'est que il y a de la science. J'aime beaucoup les livres où on parle de science, on parle de trucs bizarres, qu'on mélange un peu des chromosomes, des trucs et tout, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Autre point positif qui commençait très bien, l'histoire est quand même un peu gore. Enfin un peu, pas mal gore quand même. C'est pas tant au niveau du sang, au niveau du carnage, de choses comme ça, parce que c'est vrai que là-dedans il n'y en a pas vraiment. C'est plus au niveau de la description. Quand on nous décrit les parents, quand on nous décrit des scènes, c'est souvent avec du dégoût, avec des choses dégueulasses, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, des choses dégueulasses. Et alors vous allez me dire, mais toi t'aimes bien les choses dégueulasses? Oui, dans les histoires d'horreur, j'aime bien quand il y a des trucs un peu gore, que ce soit gore sang ou gore dégueulasse, parce que c'est le but, hein. Le but c'est que ça nous inspire de la peur, du dégoût, quelque chose de négatif. Et ça partait bien, honnêtement ça partait bien. Mais arrivé à la moitié du livre, j'ai l'impression que la révélation elle est déjà faite. À la moitié du livre, on nous apprend en gros qu'est-ce qu'il y a dans ce sérum, qu'est-ce qui fait que les parents sont bizarres, qu'est-ce qui fait qu'ils se comportent de telle ou telle manière. Et pour moi, je ne comprends pas le choix de l'auteur. Quelle idée d'avoir donné la révélation au milieu du livre! On est censé la voir à la fin, alors même si au début déjà, on a une petite idée de ce que sont vraiment les parents, en quoi ils se transforment ou en quoi ils se comportent, je ne comprends pas pourquoi il l'a dit au milieu du livre. Ça fait qu'en fait, dès que j'ai eu cette révélation, je me suis rendu compte que j'y allais à reculons pour lire le livre, parce que je me disais mais pourquoi je lis alors que je sais la fin, alors que peut-être que sur la moitié qui restait, bah il se passait peut-être autre chose, peut-être que je me trompais, peut-être que cette révélation n'était qu'un petit élément d'un gros truc qui se cachait derrière, mais c'était trop tard.
j'avais plus du tout l'intérêt de lire la suite. Je ne ressentais plus le besoin, l'envie, rien, nada. Et en plus de ça, ça tournait beaucoup en rond. Et finalement, les descriptions qui étaient quelque part un peu gore, elles se répétaient en fait. J'avais l'impression qu'il avait plus trop de vocabulaire pour développer cette histoire. Et qui se répétait et qui redisait les mêmes choses. Donc ça a fait qu'à bout d'un moment, j'ai dit allez stop, pourquoi je me force en fait? Pourquoi je me force alors que j'ai d'autres livres qui m'attendent? Maintenant je pars de ce principe-là, je ne me force pas à finir un livre. Si vraiment, arrivé à la moitié, il n'y a plus rien qui me booste, je l'arrête. C'est très rare que j'arrête un livre parce qu'en général à la moitié, même si je suis pas emballée, il y a un petit truc qui me dit tu peux pas l'arrêter à ce moment-là. Là celui-là malheureusement il m'a pas botté et ouais, finalement, j'avais l'impression que c'était un peu mou du genou, quelque part. Donc, je suis déçue parce que forcément, quand on se dit que notre auteur, Stephen King, qu'on adore, a adoré ce roman et que vous, ça l'a pas fait, vous dites peut-être que je suis devenue compliquée, que je suis difficile ou j'en sais rien, mais malheureusement, avec moi, ça ne l'a pas fait. Donc, forcément, je ne lui ai pas mis de note parce que, si j'ai abandonné, je ne peux pas évaluer ce roman. Si jamais vous voulez un peu plus de détails sur mon ressenti, qui est donc celui que j'ai écrit tout de suite après l'avoir fini, parce que moi j'aime bien écrire mes chroniques à chaud, pour avoir vraiment mon état d'esprit, mon sentiment quand je ferme le livre, je vous laisse bien sûr le lien de la chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un coup de cœur, Dieu merci, il s'agit de Mark & Men, la saison 5, Roddy aux éditions Hugo Roman, que je remercie pour l'envoi de ce tome. Cette saga, c'est une saga chouchoute, romance, avec bien sûr Off Campus de Hayley Kennedy. C'est vraiment pour le moment mes deux sagas romances que je porte dans mon cœur avec, ça commence à arriver, Sexy Lawyers bien sûr de Emma Chase. Voilà, c'est 3 sagas romances où je sais que quand je mets le pied dedans, je vais ressortir satisfaite, c'est une valeur sûre. Et c'est vrai que les livres de Jay Cronover, tous les autres que j'ai lus, donc les 4 autres, ils ont toujours tous la même barre haute, parce qu'ils sont tous super. J'ai moins aimé Jet, ça veut pas dire que j'ai pas aimé, c'est juste que c'est le personnage de Jet qui m'a pas... Voilà, c'est pas celui qui m'a fait botter, mais par contre, Roddy, c'est un coup de cœur. Voilà, ça y est, il y a enfin un Mark & Men qui se distingue des autres. C'est Roddy, pour plusieurs raisons significatives que je vais vous expliquer. Et comme toujours, ne vous faites pas de soucis. C'est pas parce que c'est un tome 5 que je vais vous spoiler les précédents, puisque chaque tome reprend un couple différent du groupe d'amis. Donc bien sûr, évitez quand même de lire celui-ci en premier, lisez plutôt les autres, parce que même si on peut les lire indépendamment, il y a quand même des éléments qui vont vous spoiler sur les précédents. Donc si vous lisez celui-ci en premier, vous allez vous spoiler pour tout le reste, c'est dommage. Mais voilà, je vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas, ça va être centré sur ce couple-là. Donc ici on fait la connaissance de Roddy. Roddy c'est le personnage qui était le plus mystérieux. Roddy c'était le personnage que je trouvais le plus mystérieux selon moi dans les Mark & Men. On le voyait pas trop, il parlait pas trop, il était un peu renfermé. On en apprend un peu plus sur son passé, comme quoi voilà, il n'a pas connu vraiment sa famille, il a juste connu sa mère mais qui est décédée, il a vécu dans une famille d'accueil. Et ses voisins c'était 2 petites filles, donc Salem et Poppy. Et Roddy était amoureux de Poppy, mais très proche de Salem, qui est donc la grande sœur. Mais voilà, un beau jour, Salem prend ses clics et ses claques et part de chez ses parents pour vivre sa vie, puisqu'elle a grandi dans une famille chrétienne et son père est pasteur, curé, je sais pas, bref, en tout cas il est dans la religion. Et bien sûr, son père est très strict, les filles c'est comme ça, faut faire ci, faut faire ça, nanani, nanana, et elle en a marre. Et Roddy vit ça un peu comme un autre abandon, hein. Sa mère est morte, maintenant il y a sa copine avec qui il s'entend super bien qui part, enfin bref, il le vit très mal. Et c'est là où finalement il va faire la rencontre de Phil, qui est donc vous savez le personnage qui a une importance dans les tomes quand même si on le voit pas trop, on le voit surtout dans le tome 4, et il a une très, très grande importance ce petit monsieur. Et du coup Roddy va travailler dans le Mark & Men, qui est donc le salon de tatouage. D'un autre côté, on a donc Salem, l'héroïne. Donc Salem, comme je vous ai dit, elle est partie pour vivre sa vie, elle a fait des villes, d'autres villes, etc. Elle s'est posée à Las Vegas, jusqu'au jour où elle reçoit le coup de fil de Nash, donc c'est le tome 4, et Nash va lui dire qu'il veut qu'elle vienne travailler au Saint of Denver, qui est donc le second salon de tatouage. Ni une ni deux, Salem y va parce qu'elle sait qu'elle va voir Roddy qu'elle n'a pas vu depuis des années, et forcément elle se pose beaucoup de questions, elle angoisse un petit peu à l'idée de retrouver Roddy, savoir comment il va réagir puisqu'elle l'a un peu quitté du jour au lendemain comme ça, elle l'a laissé tout seul avec sa petite sœur. Donc c'est vrai que c'est un petit peu de la tension, elle se dit mince comment ça va se passer, mais l'histoire je vais pas en dire plus, je m'arrête là, hein, là je vous fais le speech. D'ailleurs même derrière je sais même pas s'ils en disent pas un peu plus, mais bon moi je m'arrête là.
Et forcément, vous devinez, ça va être compliqué parce que Roddy va en vouloir à Salem, Salem va vouloir se justifier et tout le tralala. Il y a encore eu un gros problème qui se cache derrière, hein, un truc bien angoissant, qui m'a bien secoué quand même. Parce que je me suis dit, même si on le sait dans la vie de tous les jours, à chaque fois que moi je vois des histoires comme ça me choque, je sais pas, je pense que je m'identifie à la personne, mais je vous dirai pas de quoi, hein, bien sûr. Vous le verrez par vous-même. Et ce qui a fait que ça a été un gros coup de cœur, bah, c'est pas compliqué. Déjà, l'écriture de Jake Kronover, je l'adore, moi, cette écriture. Elle nous plonge dans des personnages vraiment attachants à chaque fois. Franchement, moi je me dis, mais j'aimerais tellement avoir un groupe d'amis comme ça, qui, je sais pas, ils ont tous quelque chose à eux. Alors j'ai des amis qui sont super, hein, mais je veux dire, c'est l'univers typique où on se dit, ça fait un peu penser aux frères Scott. Vous voyez la série Les Frères Scott, bah c'est pareil. Ils ont tous leur petite vie, ils ont tous leurs problèmes, mais ils s'entendent tous super bien. Enfin, vraiment un cocktail que j'aime énormément. Et mon coup de cœur, bah c'est pas compliqué. Ce qui a fait pencher la balance, c'est que pour une fois, vous allez me dire, mais c'est pas logique ton truc, mais pour une fois, ce n'est pas un Mark Edman qui est au centre de l'histoire. Dans tous les autres tomes, c'est vrai que c'est souvent le garçon qui a eu une vie de merde, hein, faut être honnête, hein, faut le dire tel quel. Et là, pour une fois, bah, c'est limite pour moi Salem qui a eu une vie plus pourrie que Roddy. Donc ça fait que j'ai eu le sentiment que, même si Roddy on le découvrait et que voilà, il était quand même très présent dans l'histoire, Dieu merci parce qu'il est super, c'était quand même Salem qui pour moi remportait les Oscars, était vraiment au centre de l'histoire et c'est ce qui m'a plu, le fait qu'il y ait cette différence des autres tomes où là c'est l'héroïne qui est vraiment au centre. Et c'est une héroïne que j'ai adorée, c'est ma préférée de tous les autres tomes. Pourtant j'ai adoré Shaw dans le 1, j'ai adoré Cora dans le 3. Aiden, j'ai eu un peu plus de mal à m'accrocher à elle. Et alors Saint, on n'en parle pas, hein, je vous l'ai dit, elle m'a saoulée au bout d'un moment celle-ci. Mais Salem, elle est géniale cette fille. Elle est courageuse, elle est, je sais pas, franchement Salem, je l'ai adorée, vraiment, c'est... Voilà, c'est mon héroïne préférée. Et Roddy, bah Roddy quoi. Roddy, physiquement, je suis sûre c'est celui qui me plaît le plus. Et en plus, pour rigoler, j'ai fait le test sur la page Facebook de Hugo Romance pour savoir lequel Mark Edman me correspondait. Et comme par hasard, c'est Roddy. Moi, je vous dis, c'est le destin. Et à un moment donné, faut faire avec. Bon, il me reste encore le 6e tome à découvrir que je n'ai pas envie de découvrir d'un côté parce que ça va être la fin. Donc, c'est donc Asa. C'est vrai qu'Asa, c'en est un que j'ai vraiment envie de découvrir. Ça faisait un moment, lui, par contre, depuis le tome 2, tout simplement. Qui me tente et donc j'ai hâte vraiment de savoir comment il est. Mais d'un côté je vous dis j'ai pas envie de quitter cette saga parce que même si c'est des grosses briques, que c'est écrit petit, vous voyez les post-it là, bah il y a trop plein de belles citations et j'adore cet univers. En plus je suis en plein dans mes périodes de questionnement pour les tatouages parce que j'ai envie de me faire tatouer, etc. Donc ouais c'est un petit bonheur de lecture ce livre, c'est un petit bonheur de lecture, franchement je lui ai mis la note de 5 sur 5, je pouvais pas mettre en dessous, ça a été un gros coup de cœur. Franchement, grosse saga chouchoute au niveau de la romance. Et bien sûr, comme toujours, je vous laisse lire ma chronique en barre d'infos. Je fais ça. Ah, y'a Roddy qui s'est cassé la gueule. Roddy, reviens. Ah, mon dos. Pars pas comme ça, Roddy. Qu'est-ce que j'ai fait tomber d'ailleurs? Aïe, mon dos. Ah, je suis pas souple. J'ai fait tomber le petit papier qui disait qu'en fait c'était les Hugo Romans qui m'avaient envoyé. J'aime bien garder des petits papiers d'Hugo Romans, comme ça je sais les livres qu'ils m'ont envoyé, même si j'ai une bonne mémoire. On s'en fout. Ne me quitte jamais, Roddy, ne me quitte jamais. Ne me quitte pas dans un chien. Pourrais pas exister dans la vraie vie, toi, merde. Ah. Dernier livre que j'ai lu, c'est donc une BD, et il s'agit de Cœur de pierre de Gauthier et Almanza aux éditions Delcourt Jeunesse. J'adore beaucoup cette maison d'édition parce que finalement les BD qu'ils font sont vraiment magnifiques. Donc ici on va faire la connaissance de ce petit garçon là qui est né un beau jour avec un cœur de pierre. Ses parents vont sombrer dans une profonde dépression et donc il va se retrouver tout seul. Ouais. L'histoire commence comme ça, donc là autant vous dire votre morale est plombée, hein, vous dites le pauvre gosse. Et d'un autre côté bien sûr, parce que l'histoire est super jolie, on a cette petite fille qui est née avec un cœur d'artichaut et elle a vécu l'opposé de ce petit garçon, c'est-à-dire qu'elle, ses parents n'ont Dieu que pour elle, elle a plein d'amour, elle est entourée, alors que lui est tout seul, profondément désespéré, tout seul dans sa petite maison, bien sombre en plus, alors qu'elle a plein de trucs roses, super jolis. Voilà, le monde est injuste, et du coup cette BD ça a été un très gros coup de cœur parce que justement on a cette petite fille qui finalement fait tout pour que ce petit garçon ressente quelque chose avec son cœur et elle essaye de lui donner de l'amour, elle essaye vraiment de lui dire en gros c'est pas parce que t'es tout seul que tu ne peux pas recevoir de l'amour. C'est une très belle leçon de morale à se dire voilà
c'est pas parce qu'une personne est malheureuse ou n'arrive pas à avoir des sentiments que ça veut dire que elle est en pierre, elle est inhumaine, ou j'en sais rien, tout ce qu'on peut se dire comme stéréotype. Et ça prouve bien justement qu'il faut pas hésiter à aider les autres, à ne pas les laisser seuls, à pourquoi pas devenir amis, etc. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Et d'un autre côté, il y a une autre leçon de morale, puisque finalement, quand les gens donnent beaucoup de leur personne pour aider une autre personne et que cette personne la rejette, au bout d'un moment, limite, la personne va plus s'embêter à vouloir donner de son aide, parce que quand vous voulez aider une personne mais qu'à chaque fois elle vous envoie bouler, au bout d'un moment vous dites bon bah c'est bon, débrouille-toi quoi. Donc il y a vraiment ces deux côtés-là de morale qui m'ont beaucoup plu. En plus, les planches sont vraiment magnifiques. C'est des dessins qui sont... Donc, les personnages ont des formes très arrondies, pas vraiment de bouche, hein, ils ont des tout petits nez, des grands yeux par contre. Et j'adore ce contraste de couleurs entre l'espèce de vert, marron, noir pour le garçon en pierre. Et alors la petite fille, elle, c'est tout rose bonbon, tout mignon, tout chou. En plus, les planches, on dirait que c'est un peu fait comme de la peinture à l'huile, vous voyez, c'est un petit peu... comme si ça avait été mouillé. Moi j'ai trouvé ça super joli. Honnêtement, en plus c'est tout en rime, vous savez, comme un espèce de poème. Donc si vous aimez les histoires toutes mignonnes, toutes choupies, lisez cette BD. C'est une très belle leçon de morale, les planches sont magnifiques et comme je vous le dis, en plus c'est tout en poème, en rime, c'est super, trop mignon. C'est vraiment super joli. Voilà, moi je regrette pas de m'être plongée dans cette BD, ça m'a fait du baume au cœur et c'est dommage qu'on n'ait pas plus de BD comme ça parce que voilà, il y a de la morale, il y a des belles planches, il y a de la poésie, il y a de la douceur. Donc bien sûr je lui ai mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire bien sûr si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, si vous l'avez aimé ou non, et sinon est-ce que je vous ai donné envie de lire un de ces livres. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!